Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on voit les conversions d'unités de mesure ainsi que les conversions d'unités d'air. Premièrement, concernant les unités de longueur, donc unité de mesure, on voit ici l'échelle de conversion. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on travaille avec le système métrique, c'est-à-dire que notre unité principale est l'unité qui est le mètre, et que le mètre a été subdivisé en sous-unités ou multiplié pour créer les autres unités de mesure. Les unités de mesure, par exemple le décimètre, correspond à 1/10 de mètre. On redivise par 10 1 décimètre pour obtenir des centimètres, qu'on redivise par 10 pour donner des millimètres. Dans le sens inverse, on prend un mètre, on prend 10 mètres, ça équivaut à 1 décamètre, 10 décamètres équivalent à 1 hectomètre et 10 hectomètres équivalent à 1 kilomètre. Certains d'entre vous me diront que les hectomètres et les décamètres sont très peu utilisés. Effectivement, mais ils existent. Et pourquoi ils existent? Bien, premièrement, parce qu'ils peuvent être utiles, mais aussi parce qu'on considère qu'ils font partie de la régularité, qui fait qu'on multiplie toujours ou divise toujours par 10 pour passer d'une unité à l'autre. Le principe à retenir aussi, c'est que lorsque on a une petite unité, donc prenons par exemple le millimètre étant une très petite unité, ça prend beaucoup de millimètres pour faire une autre unité. Ça prend 10 millimètres pour faire un centimètre. Ça va prendre 100 millimètres pour faire un décimètre. Ça va prendre 1000 millimètres pour faire un mètre. Donc, plus l'unité est petite, plus ça n'en prend beaucoup. Donc, lorsqu'on passe d'une unité à l'autre, on fait des multiplications par 10. Donc, dans ce sens-ci, des multiplications par 10. Si on passe d'une petite unité à une grande unité, on divise notre nombre par 10. Pour retenir ces unités-là, il y a un truc mnémotechnique, donc une façon de retenir avec une phrase. Et le truc qu'on utilise chez nous à Beau Rivage, c'est « kangourou hop dans la merde de ce mouton ». Donc, kangourou hop dans merde de ce. Et là, mouton ou mammouth, dépendamment. On va y aller avec mammouth. Parce qu'un mammouth, c'est gros, ça prend beaucoup de millimètres dans un mammouth. Donc, kangourou hop dans la merde de ce mammouth. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce truc-là? Bien, parce que la première lettre vous donne la lettre correspondant à chacune des unités de mesure. Donc, en retenant cette simple phrase, vous pouvez arriver en exercice et en évaluation et savoir votre échelle de conversion d'unité. Si on regarde les exemples qui ont trait aux unités de mesure, donc convertis chaque mesure dans l'unité indiquée. Donc, 3,5 mètres en centimètres. Donc, moi, je travaille avec les virgules pour mes multiplications. J'ai donc pas besoin de calculatrice. C'est donc un très bon truc. Donc, si je prends mes mètres et que je les envoie en centimètres, eh bien, je prends les mètres dans mon échelle, je m'en vais en décimètres et je m'en vais ensuite en centimètres. Donc, j'ai deux bonds que je fais vers la droite. Donc, ça va être la même chose pour ma virgule. Donc, je fais deux déplacements vers la droite. Et ce sera la même chose avec ma virgule. Je fais x 10 x 10. Ça équivaut à prendre la virgule et à la tasser de deux positions. Une position, deux positions. Ce qui va donc donner, parce que je dois compléter ici, un 350. Donc, 350 centimètres. 2345 mm en mètres. Eh bien, la virgule, elle est à la fin. Pour passer des millimètres au mètre, je vais vers la gauche. Une fois pour centimètre, une fois pour décimètre, une fois pour mètre. Donc, j'ai donc trois déplacements vers la gauche. Je dois donc prendre ma virgule et la tasser de trois positions vers la gauche. 1, 2, 3. Ce qui va me donner 2,345. Je vous demande pour l'instant de ne pas arrondir vos réponses. En règle générale, on arrondirait au centième, donc 2 décimales. Dans ce cas-ci, on laisse les valeurs telles quelles. Et vous remarquez que les chiffres ne changent pas. J'avais 2345, j'ai maintenant 2,345. J'ai 120 km, je veux le mettre en mètres. Donc, de kilomètres, je m'en vais à mètres, c'est vers la droite. Un déplacement pour hectomètre, un déplacement pour décamètre et un autre déplacement pour mètre. J'ai donc trois déplacements vers la droite. Je prends ma virgule qui est à la fin et j'essaie de la tasser de 3 vers la droite. 1, 2, 3. Ces trois espaces vides-là devront être remplis par des zéros. Ça fait donc 120 000 mètres. Dernier exemple pour cette série-là. J'ai 0,2 décamètres, je veux l'avoir en décimètres. Je prends mon décamètre, je me tasse vers la droite pour être en mètres,
je me retasse pour être en décimètres. J'ai donc 2 déplacements vers la droite. Je prends ma virgule, déplace, déplace. Ce qui va donner 20. Le 0 qui était ici à l'avant ne sert plus à rien. Il disparaît. Donc 20 décimètres. Le principe sera le même pour les unités carrées. Cependant, vous remarquerez que dans mon échelle de conversion d'unités de mesure, j'ai des fois 100 et des divisés par 100. Pourquoi est-ce que j'ai des fois 100 divisés par 100? Je vous le montre ici. Donc, imaginons que ce que je vous dessine ici soit un carré et que ce carré-là, ce soit 1 cm carré. 1 cm carré. Donc, qui mesurerait 1 cm de côté par 1 cm de côté. Je peux subdiviser ce centimètre-là en millimètres. Donc, si je le subdivise à la verticale, et là, je le fais rapidement pour vous le montrer. Donc, je vais le diviser en 10 à la verticale. Bien entendu, ça devrait tout être isométrique. Eh bien, à ce moment-là, ça me crée ça me crée 10 unités dans un sens et je dois resubdiviser dans l'autre sens aussi. Donc, ce qu'on se rend rapidement compte, c'est que si il rentre 10 rangées de 10 colonnes, eh bien, à ce moment-là, mon centimètre carré n'équivaut pas à 10 mm carrés, il équivaut à 100 mm carrés. Donc, c'est pour ça que quand on passe d'une unité à l'autre dans les unités d'air, j'ai un fois 100 comme facteur. Si on veut extrapoler, lorsqu'on sera en secondaire 3 et qu'on travaillera avec les unités de volume qui sont en 3 dimensions, on peut penser que ce sera des fois 1000 et des divisés par 1000. Donc, j'ai mon 7 décimètres carrés. C'est la même échelle, cependant, ce sont des unités d'air, donc des unités carrées. Donc, si je passe de mes décimètres carrés au millimètre carré, je dois faire fois 100 deux fois, ce qui n'équivaut pas à fois 200. Ça équivaut à fois 10 000, 1 avec 4 zéros. Donc, si je retourne ici, j'ai donc 2 déplacements à faire vers la droite, mais c'est 2 déplacements doubles que je fais vers la droite. Donc, c'est-à-dire que je prends ma virgule qui est après le 7 et que je tasse 2 fois de 2 positions. 2 positions, 2 positions. Et dans chacun, je dois mettre 2 zéros. Donc, ça va faire 70 000. Donc, 4 zéros après mon 7. Des kilomètres carrés en centimètres carrés, alors là, c'est un gros changement. Si je regarde dans mon échelle de conversion, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 bons à faire. Donc, ça va être 5 déplacements doubles vers la droite. Ça veut dire que 5 déplacements doubles, je vais rajouter 10 zéros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est donc 20 milliards de centimètres carrés. Des millimètres carrés en décimètres carrés, donc je pars d'une petite unité à une grande, ça va en prendre moins. C'est 2 déplacements vers la gauche. 2 déplacements doubles. Donc, je prends ma virgule à la fin et je tasse de 2 et je retasse de 2 pour 365,4232 décimètres carrés. Dernière conversion pour les unités carrées. Donc, des centimètres carrés en hectomètres carrés. Donc, si je regarde, parce que c'est un gros changement dans mon échelle de conversion, 1, 2, 3, 4. 4 déplacements doubles. Donc, 4 déplacements doubles vers la gauche. Je prends ma virgule. 1, 2, 3, 4 conversions, ce qui fait 10,000000, donc 10 hectomètres carrés, car les zéros après la virgule peuvent être considérés comme étant inutiles s'ils ne sont pas suivis d'une décimale significative. Ça, c'est ce qui complète les conversions d'unités de mesure. Ensuite, on va voir un rappel sur les formules d'air que vous avez vues en secondaire 1. Donc, voici nos formules d'air que l'on doit écrire sur ces 6
polygones que l'on doit apprendre cette année, en plus du polygone régulier qu'on a vu au dernier cours. On va commencer avec le rectangle, parce que le rectangle, c'est la base de toutes les formules d'air. Vous avez vu au primaire que, par exemple, si un rectangle est composé de 2 unités à la verticale et de, par exemple, 3 unités à l'horizontale, il aurait une aire de 6 unités carrées. Et vous avez vu par la suite que l'on fait base fois hauteur, ou plutôt longueur fois largeur, que l'on va remplacer par base fois hauteur. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est sa base fois sa hauteur. Mais qu'est-ce que la base et qu'est-ce que la hauteur? Eh bien, la base et la hauteur, par définition, sont des valeurs qui se croisent à angle droit. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce vocabulaire-là. Donc, dans un rectangle, la base et la hauteur se croisent à angle droit, car le rectangle est composé de côtés qui sont perpendiculaires. À partir du rectangle, on va définir les formules des autres polygones. Donc, le carré, c'est un rectangle dont les côtés sont isométriques. Comme ces côtés sont isométriques, comme pour le polygone régulier, on va les appeler côtés. Côté et côté. Donc, si dans le rectangle, la formule c'est base fois hauteur, bien, pour le carré, la formule c'est côté fois côté. Cependant, je vous dis tout de suite que lorsqu'on va arriver à faire de l'algèbre avec ces formules-là, il sera utile d'utiliser une formule raccourcie, c'est-à-dire que côté fois côté, c'est équivalent à côté exposant 2. Donc, on va préférer la formule A égale C exposant 2. Les parallélogrammes maintenant. Donc, le parallélogramme, c'est comme un rectangle. Comment ça, c'est comme un rectangle? Bien, si je prends la partie ici de mon parallélogramme et que je la prends, je la déplace et je la déplace ici. On va se rappeler que cette partie-ci n'existe plus. Donc, je viens de l'effacer. Qu'est-ce qui reste? Il me reste un rectangle. Donc, le parallélogramme, c'est comme un rectangle. Le rectangle que j'ai tracé, il a la même base que ce que j'avais au départ, parce que cette partie-ci a été déplacée ici, et la hauteur n'a pas changé. Donc, on peut dire que la formule d'air d'un parallélogramme, c'est sa base fois sa hauteur. La distinction, cependant, c'est que la base et la hauteur sont perpendiculaires, c'est que les côtés ne sont pas perpendiculaires. La hauteur sera à l'intérieur du parallélogramme et elle tombe de façon perpendiculaire sur sa base. De toute façon, ça, c'est un principe général. Les mesures que l'on va multiplier pour trouver une aire sont toujours perpendiculaires parce que ce qu'on fait lorsqu'on calcule une aire, c'est qu'on calcule une surface, donc le nombre d'unités carrées, le nombre de tuiles qu'il faut pour recouvrir la figure. Donc, on vient de terminer nos 3 premières formules d'air, c'est-à-dire les 3 formules qui ressemblent à base fois hauteur. Si je regarde le triangle, bien, le triangle, ce que je pourrais faire, c'est l'inclure dans un rectangle. Donc, si je prends ici mon triangle et que je l'inclus dans un rectangle ici, on se rend compte que ces 2 parties-ci sont isométriques et que ces 2 parties-ci sont isométriques. Donc, le triangle occupe la moitié de l'aire du rectangle dans lequel il est placé. Mon triangle, il a aussi une base. Donc, voici la base de mon triangle. Il a aussi une hauteur. La hauteur va souvent être placée à l'intérieur du triangle, à moins que ce soit un triangle obtusangle, ça serait possible d'avoir une hauteur à l'extérieur. On remarquera que j'ai un angle droit, que la base et la hauteur sont perpendiculaires. Donc, comme mon triangle occupe la moitié de l'aire du rectangle, bien, c'est base fois hauteur qui est la formule du rectangle, mais je divise par 2. Donc, la formule de mon rectangle, c'est base fois hauteur. La formule de mon triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Pour mon losange, bien, mon losange, il n'a pas de base et de hauteur. Mon losange, il a des diagonales. Donc, il y a la grande diagonale ici et la petite diagonale ici. Ces 2 diagonales-là se croisent à angle droit. Donc, si on les place à l'extérieur, voici la grande diagonale. C'est souvent là qu'on va la placer pour éviter la confusion à l'intérieur de la figure. Et la petite diagonale, grand D et petit d. Donc, ma formule pour le losange, grande diagonale fois petite diagonale. Bon, si je fais grande diagonale fois petite diagonale, c'est comme faire base fois hauteur. Hein. Ça va me donner l'air d'un
rectangle. Et on voit que le losange occupe la moitié de ce rectangle-là. Donc, c'est grande diagonale fois petite diagonale, divisé par 2, qui nous donne l'aire de mon losange. Dernière forme, et non la moindre, donc dernier polygone, le trapèze. Le trapèze, on peut le considérer, on va essayer de le considérer comme un parallélogramme. Donc, ce que je vais faire, première des choses, c'est que je vais retracer mon trapèze. Mon trapèze, par la suite, ce que je peux faire, c'est le prendre et venir le retourner ici. Oups. On va le placer comme il faut. Comme ça. On voit plutôt bien. Donc, une fois que j'ai ça, on va nommer les différentes parties de mon trapèze. Mon trapèze, qu'est-ce qui est perpendiculaire dans mon trapèze? Bien, la hauteur est perpendiculaire à deux bases différentes. Ces deux bases-là, on l'appelle petite base et grande base. Donc, petit b et b majuscule. Il y a la hauteur et c'est perpendiculaire. Si je regarde maintenant le parallélogramme que je viens de former, le parallélogramme, il a une aire qui équivaut à ma grande base ici, plus ici l'équivalent de ma petite base. Donc, si je veux calculer l'aire de mon parallélogramme, je fais en premier grande base plus petite base, dans une parenthèse, parce que c'est là ma priorité des opérations. Ensuite, je multiplierai par la hauteur. Et comme moi, mon trapèze occupe seulement la moitié de l'espace de ce parallélogramme-là, eh bien, je divise par 2. Donc, la formule du trapèze, à faire très attention, c'est grande base plus petite base dans une parenthèse, fois la hauteur divisé par 2. L'erreur la plus fréquente des élèves, c'est d'oublier que c'est une addition et ils font une multiplication. Donc, mettez-le en fluo, c'est une addition. On va maintenant se faire 3 exemples. À l'aide de cet exemple-là, c'est-à-dire laquelle des figures a la plus grande aire. Donc, première étape, je vais calculer l'aire du carré. Donc, on arrive dans des numéros plus complexes où est-ce que vous devrez mettre des titres sous-titres. Donc, première étape, on va faire l'aire du carré. Formule A égale côté à la 2. Mon côté vaut 4. Deuxième étape, A égale 4 à la 2. Dernière étape, l'aire est égale à 16 cm². 4 x 4, 16. Donc ça ici, 16 cm², c'est l'aire de mon carré. Maintenant, on va faire l'aire du triangle. Donc, deuxième étape, l'aire du triangle. Formule A égale B fois H sur 2. A égale. Et là, on va regarder nos mesures. Donc, qu'est-ce qui est base et hauteur? Eh bien, je vous dis, on remarque quelles sont les mesures qui se croisent à angle droit. Donc, ma base va mesurer 11, fois ma hauteur qui mesure 3, et je divise par 2. 11 fois 3 divisé par 2, c'est 33 divisé par 2, ça fait 16,5 cm². Dernière forme, le parallélogramme. Donc, troisième étape, l'aire du parallélogramme. Mon calcul. Donc, A égale B fois H. Donc, c'est base fois hauteur, le parallélogramme. Ensuite, A égale, ma base vaut 5,2 et elle est perpendiculaire à 3,1 fois 3,1, ce qui va me donner une aire qui vaut 16,12 cm². Maintenant, je suis en mesure de dire lequel demi-polygone a la plus grande aire. Pour pouvoir comparer, c'est bien d'avoir toujours le même nombre de décimales. Ici, 16,5, on va considérer que c'est 16,50. Ce qui est plus grand que 16,12, ce qui est plus grand que 16. Donc, le triangle a la plus grande aire.
Et c'est ce qui terminera nos notes de cours pour aujourd'hui. Au prochain cours, on se revoit avec des figures plus complexes.